Le bras cassé ignoré, maman riait avec son ami. C'est un fardeau. J'aimerais qu'il ne soit jamais né. Je serais heureuse sans lui et son père inutile. La douleur n'a pas commencé avec le bruit de la cassure. Ça, c'est venu après. Le bruit, oui, je l'ai entendu. Sec, mouillé. L'os rencontrant la force de la pire des façons. Un faux pas à l'entraînement, une chute violente, et mon avant-bras s'est replié sur lui-même comme une chaise de jardin bon marché. Mais même à ce moment-là, allongé sur le terrain, mordant ma lèvre pour ne pas crier, je n'avais pas peur. J'avais peur du trajet en voiture. Je savais ce qui allait arriver. Maman est arrivée dans un tourbillon de parfums et d'irritation, ses lunettes de soleil déjà baissées, avant même qu'elle ne me regarde. Elle ne m'a pas demandé à quel point c'était grave. Elle n'a pas vérifié si je pouvais bouger les doigts. Elle a juste sifflé. Tu ferais bien de ne pas avoir réellement cassé quoi que ce soit, Lorenzo. J'ai un dîner avec Brenda dans 40 minutes. Et je ne vais pas passer ce temps-là dans une salle d'attente d'hôpital à te regarder pleurer comme un bébé. Je voulais disparaître dans le siège en vinyle fissuré. Mon bras pulsait à chaque respiration, virant au violet foncé à chaque seconde. Mais ce n'était pas la douleur sur laquelle je me concentrais. C'était son humeur. Parce que la colère de ma mère n'était pas du feu, c'était de la glace. Contrôlée, mesurée, mortelle. À mi-chemin de la maison, son téléphone a sonné. Le Bluetooth a pris l'appel automatiquement. Et puis, il y a eu la voix de Brenda, aiguë, nasillarde, riant de quelque chose d'insignifiant. Et c'est à ce moment-là que ma mère a décidé de jouer son rôle. Il est un fardeau, Brenda, soupira-t-elle de manière dramatique. Honnêtement, parfois je souhaiterais vraiment qu'il ne soit jamais né. Je n'ai pas sursauté. Je n'ai pas cligné des yeux. Mon souffle s'est arrêté. Au fond de moi, j'avais craint que ce moment n'arrive. Mais l'entendre, tout en étant assis à quelques centimètres d'elle, dans la douleur, espérant de la compassion, c'était autre chose. Ce n'était pas de la déception. Ce n'était pas de la frustration. C'était de l'anéantissement. Et elle a ri. Mon Dieu, elle a ri. Pas nerveusement, pas coupablement. Juste, tranquillement. Comme si elle parlait d'une mauvaise coupe de cheveux. Brenda n'a même pas hésité. C'est un échec pathétique en devenir, tout comme son père inutile. Elles ont rigolé comme des filles méchantes dans une salle de bain de lycée. Puis la voix de maman est devenue plus basse, calme, intime, comme si elle partageait un secret. S'il n'était pas là, Brenda, je serais enfin heureuse. J'aurais pu épouser quelqu'un de réussi. J'aurais pu avoir une vie, au lieu d'être coincée avec cette erreur. Ces gènes de fainéants ont tout gâché. C'est là que le monde a changé. Les réverbères dehors se sont déformés en masques moqueurs. La voiture est devenue un cercueil. Mon bras, cassé et criant de douleur, était soudainement la blessure la moins importante de mon corps. Parce que quelque chose de bien plus critique s'est brisé en moi aussi. Et le pire, elle ne l'a même pas remarqué. Le trajet de retour depuis le terrain de football s'est transformé en une descente vers un enfer très personnel, très glacé. Les mots de ma mère, chacun comme une flèche soigneusement dirigée à imbibée de venin, continuaient de fuser, déchirant l'atmosphère déjà tendue de la voiture. Brenda, de l'autre côté de la connexion Bluetooth, était son cœur grec enthousiaste, écho amplifiant chaque sentiment cruel. Elles ont disséqué les échecs perçus de mon père, son manque d'ambition, son incapacité à fournir à ma mère le style de vie somptueux qu'elle estimait mériter. Et moi, apparemment, j'étais le malheureux sous-produit génétique de cet investissement raté, un rappel constant et accablant de sa réduction à moins. Il ne va jamais devenir quoi que ce soit, tu sais, a gazouillé Brenda avec une confiance dégoûtante. Les garçons comme lui, de familles comme ça, ils n'ont tout simplement pas la volonté, l'instinct de tueur. Il aura de la chance s'il parvient à garder un travail dans une station-service. Le rire de ma mère en réponse était comme des éclats de verre grattant mes tympans. Tu as probablement raison, Bren. Probablement raison. Mon Dieu, ce que je donnerais pour recommencer. Une feuille blanche. J'ai essayé de me faire petit, de disparaître dans le tissu usé du siège passager, souhaitant que le sol m'engloutisse. La douleur dans mon bras était un feu déchaîné, mais elle n'était rien comparée à l'enfer de honte, de trahison et à une colère glaciale qui s'enflammait en moi. Chaque réverbère que nous passions illuminait son visage pendant une seconde fugace, son expression animée, presque joyeuse, alors qu'elle continuait son assassinat de caractère. Il n'y avait ni remords, ni hésitation, juste la vérité laide et brute de ses sentiments à nu. Quand nous avons enfin tourné dans notre allée, la vue de notre maison suburbaine sans prétention, un endroit qui avait autrefois symbolisé une certaine sécurité,
semblait maintenant l'entrée d'une prison. Elle a terminé son appel sur un ton joyeux. Je t'aime, Bren, on se parle bientôt! Comme si elle avait parlé de la météo, puis s'est tournée vers moi, ses yeux aussi froids et durs que des pierres de rivière. Alors, ne reste pas là, Lorenzo. Les courses ne vont pas se ramener toutes seules. Et essaie de ne rien faire tomber cette fois. Ta maladresse me coûte une fortune. Je suis sorti en trébuchant, mon bras valide tendu sous le poids des sacs, les poignées en plastique creusant ma peau. Un sac, trop chargé de boîtes de conserve, m'échappa des mains, son contenu cliquetant et roulant à travers l'allée. Pour l'amour de Dieu, Lorenzo, cria-t-elle depuis la porte d'entrée déjà ouverte. Es-tu incapable de faire quoi que ce soit correctement? Laisse tomber! Je vais m'en occuper plus tard, comme si je devais tout faire ici. Sa voix, tranchante de désespoir, fut le coup de grâce. Je n'ai pas dit un mot. J'ai simplement laissé les boîtes renversées là où elles étaient, une petite rébellion désordonnée face à son mépris écrasant. À l'intérieur, la maison semblait différente, entachée. L'odeur familière de la cire au citron et du vieux tapis ne pouvait pas masquer la puanteur de sa trahison. Je suis allé directement dans ma chambre, le son de son téléphone qui sonnait déjà, probablement en train de raconter mon dernier échec à une autre de ses amies, s'éteignant derrière moi. Ma sœur Tiffany, plus jeune et toujours prête à faire plaisir, sortit sa tête de sa chambre, un regard curieux mais finalement indifférent sur son visage. Maman a dit que tu t'es cassé le bras. C'est vraiment pas de chance pour toi, lança-t-elle, avant de se replonger dans ses vidéos TikTok. Pas de compassion, pas d'inquiétude. Juste une indifférence décontractée, qui reflétait celle de maman. Ma chambre, habituellement un sanctuaire, ressemblait maintenant à une cage. Les trophées des victoires passées, les posters des héros du football, les manuels usés, tout semblait se moquer de moi, des symboles d'une vie et d'une identité qu'on avait déclarées sans valeur. Je me suis assis sur mon lit, la douleur dans mon bras pulsant de manière incessante, mais mon esprit était étonnamment, terriblement clair. Ce n'était pas une erreur passagère de sa part. Ce n'était pas une explosion de stress. C'était sa vérité. Et si c'était sa vérité, alors ma vérité devait être tout aussi nette, tout aussi implacable. Je n'étais pas seulement un fardeau. J'étais un inconvénient qu'elle voulait effacer. Et moi, Lorenzo, je ne serais plus un inconvénient. L'engourdissement qui m'avait envahi dans ma chambre commença à se dissiper, remplacé par une énergie frénétique et bourdonnante. Je devais agir. Je ne pouvais pas simplement rester là à absorber passivement son poison. Mes doigts, maladroits à cause de l'adrénaline qui coulait en moi et de la douleur qui pulsait dans mon bras gauche, tâtonnèrent avec mon vieux sac à dos. Les vêtements étaient jetés dedans de manière désordonnée. Quelques t-shirts, un jean, un sweat à capuche. Mon chargeur de téléphone, la petite réserve d'argent que j'avais économisée grâce aux anniversaires et au Noël, l'argent que j'avais un jour rêvé de dépenser pour un billet de concert, désormais destiné à la survie. Mon ordinateur portable, son écran fissuré, mais son disque dur contenant les vestiges de projets scolaires et d'histoires inachevées, suivi. Je n'ai pas pris grand-chose. Chaque objet semblait un poids, une connexion à un passé que je voulais couper. Les trophées, brillants mais ternes sur l'étagère, rappels de réalisations qu'elle avait à peine reconnues, sont restés à prendre la poussière. Ce n'était pas une fuite, c'était une amputation. Avant de partir, un dernier acte impulsif. J'ai trouvé un post-it et un stylo. 5 mots, griffonnés à la main tremblante. Tu as eu ce que tu voulais. Au revoir. Pas de signature. Elle saurait. Je me suis faufilé dans sa salle de bain, l'odeur de ses parfums et lotions de luxe envahissant mes sens, en contraste frappant avec la laideur qui était sortie de sa bouche. J'ai collé le post-it sur son miroir, juste là où elle le verrait lorsqu'elle ferait son rituel matinal d'auto-admiration. Un petit acte mesquin, peut-être, mais il m'a semblé être une ponctuation nécessaire à la fin de mon enfance. Sortir en douce par la porte arrière, les charnières gémissant un adieu mélancolique, c'était comme entrer dans une autre dimension. La nuit suburbane était silencieuse, presque de manière inquiétante. L'air frais et humide contre ma peau fiévreuse portait le parfum du jasmin en fleurs du jardin d'un voisin, un parfum qui serait à jamais lié à cette fuite désespérée. Je n'ai pas regardé en arrière. Chaque pas sur le trottoir fissuré était un pas délibéré loin de l'atmosphère suffocante de cette maison, du poids écrasant de sa déception et de son mépris. Je suis passé devant chez Madame Henderson, son caniche braillard, Patches, se lançant dans son habituelle tirade d'aboiement. Cette fois, cependant, le bruit n'était pas agaçant. C'était un repère, une étape de mon voyage dans l'inconnu. L'écran de mon téléphone illumina l'obscurité alors que je faisais défiler mes contacts, mon pouce valide suspendu au-dessus des noms. Papa,
Non. Il essaierait de me raisonner, de trouver des excuses pour elle, de me ramener dans la fange pour le bien d'une fausse paix. Son esprit avait été brisé par elle depuis longtemps. Tiffany, elle était trop impliquée, trop désespérée pour l'approbation de maman pour comprendre, encore moins aidée. Puis, le nom de Parker. Parker Henderson, le petit-fils de Madame Henderson, un gars discret et observateur de ma classe de maths, qui semblait toujours voir plus qu'il ne le montrait. Il n'était pas vraiment un ami proche, mais il y avait une compréhension tacite entre nous, un sentiment partagé d'être légèrement en marge. J'ai envoyé un texto bref. Grosse dispute à la maison. Besoin d'un endroit où dormir ce soir. Je peux pas rester ici. Pas de détails sur mon bras, pas de tergiversation sur ces mots. Juste les faits urgents. Sa réponse arriva en quelques secondes, un phare dans l'obscurité suffocante. Porte du garage ouverte. Le canapé de la salle de jeu est pour toi. Pas de question. La maison de Parker, à quelques blocs de là, semblait appartenir à un autre univers. C'était chaotique, vivant, rempli du désordre confortable d'une famille qui semblait réellement tolérer, sinon toujours aimer, les autres. Il m'a accueilli d'un hochement de tête somnolent, ses yeux prenant en compte mon apparence en désordre, la façon dont je tenais mon bras, le sac à dos jeté sur mon épaule valide. Il n'a pas insisté, m'a juste conduit à la salle de jeu au sous-sol. Une salle de jeunes qui sentait la pizza rassis et les vieux jeux vidéo. Le canapé était bosselé, l'air était frais. Mais tandis que je m'allongeais là, utilisant mon sac à dos comme oreiller, la douleur dans mon bras battant en contrepoint de l'agitation dans mon âme, une étrange sensation de calme commença à s'installer, en moi. Ce n'était pas du confort, pas encore, mais c'était l'absence de menace immédiate, le premier souffle d'air après avoir été tenu trop longtemps sous l'eau. Le silence ici n'était pas celui de ma maison, oppressant et rempli de jugement. C'était juste calme. Et dans ce calme, pour la première fois depuis ce qui semblait être une éternité, je n'étais plus son fardeau. J'étais juste Lorenzo, bras cassés et tout, enfin seul. La paix fragile de la salle de jeu de Parker ne pouvait pas durer éternellement. Sa mère, Suzanne, une sainte en chaussures pratiques, expliqua doucement mais fermement qu'il ne pouvait pas m'héberger indéfiniment. Elle m'a emmené aux urgences le matin après mon arrivée. Son désaveu silencieux de la négligence de ma mère, contrastant fortement avec les années d'excuses que j'avais entendues de la part de mon père. La fracture nette de mon ulna a été confirmée, et mon bras a été bientôt enveloppé dans un plâtre lourd et encombrant. Suzanne a même envoyé un texto à ma mère pour l'informer de ma localisation et de mon état. La réponse ? Rien. Un silence absolu et assourdissant. C'était encore une petite coupure, tranchante, confirmant tout ce que je savais déjà. Parker, à son crédit, n'a pas insisté pour avoir des détails que je n'étais pas prêt à partager, mais sa compréhension grave lorsque je lui ai finalement parlé de ce trajet en voiture était une affirmation silencieuse. Je n'étais pas fou. Je n'exagérais pas. Mon père, lorsque je l'ai finalement retrouvé dans un dîner graisseux, ressemblait à un fantôme de lui-même. Sa réaction initiale à mon histoire était douloureusement prévisible. Ta mère, elle devient comme ça. Elle ne le pense pas. Mais à mesure que je lui racontais ces mots, mot pour mot, le venin froid qu'il contenait, quelque chose dans ses yeux a vacillé. Il n'a pas argumenté. Il m'a juste donné l'argent qu'il pouvait se permettre et a promis de chercher une chambre que je pourrais louer. Sa seule condition était que je ne compliquais pas les choses pour Tiffany. Même à ce moment-là, sa priorité était de maintenir la façade. Les semaines suivantes étaient floues. Une succession de nuits passées sur des canapés et de boulots écrasants. J'ai nettoyé des gouttières, transporté des ordures, empilé des étagères pendant le quart de nuit dans un supermarché miteux, mon bras valide douloureux, mon bras cassé un rappel constant et battant de ma nouvelle réalité. Chaque dollar gagné semblait une petite victoire, un minuscule bout d'indépendance arraché à la montagne de son contrôle. Le sommeil était un luxe, souvent pris dans des pièces inconnues, sur des canapés inconnus, l'odeur des vies des autres, une présence constante et déstabilisante. La page Facebook de ma mère, que je consultais morbidement quelquefois, était un chef-d'œuvre de manipulation. Des photos de familles heureuses, sans moi bien sûr, des citations inspirantes et des sous-entendus passifs-agressifs sur les enfants. Ingrats. C'était comme si ma disparition n'était qu'un petit désagrément, facilement effacé de son récit public. Mon père finit par me trouver une chambre dans une pension délabrée à la périphérie de la ville. Le propriétaire était un homme de peu de mots et de nombreux regrets visibles. La chambre était petite, le papier peint se décollait. La salle de bain partagée témoignait de l'indifférence humaine, mais c'était la mienne. Une serrure à la porte signifiait plus pour moi, alors que n'importe quel confort matériel n'aurait jamais pu. J'ai réussi à m'inscrire à un programme en ligne pour terminer mes crédits de lycée
l'anonymat étant un bouclier. Ces textos ont commencé à ce moment-là, d'abord peu fréquents, puis de plus en plus insistants. Quand est-ce que tu rentres à la maison? Tu me fais honte. Les gens posent Dieu des questions. Jamais d'excuses. Jamais de reconnaissance de sa cruauté. Juste des demandes déguisées en préoccupations manipulatrices. Je les ai toutes ignorées. La colère que j'avais ressentie cette première nuit s'était en grande partie apaisée, laissant derrière elle un noyau dur et dense de quelque chose qui ressemblait à de la détermination. Puis est venue la première véritable crise dans ma nouvelle vie fracturée. Parker m'a transféré une capture d'écran d'un groupe Facebook du quartier. C'était ma mère, racontant une histoire pathétique sur son fils en fugue et en difficulté, laissant entendre que j'étais drogué, que j'avais été un enfant difficile, que mon père m'avait d'une manière ou d'une autre tourné contre elle. Les mensonges étaient flagrants, conçus pour susciter la sympathie et la présenter comme la victime. Mon sang a bouilli. Ce n'était plus seulement à propos de moi, elle essayait de détruire ma réputation, d'aliéner quiconque pourrait m'offrir de l'aide. Cette nuit-là, mon père a appelé, sa voix basse et agitée. Maman était en pleine crise, l'accusant de me tourner contre elle. Il semblait plus brisé qu'en colère. Elle dépense, Lorenzo, murmura-t-il. Plus que jamais. Les cartes de crédit sont pleines. Elle parle d'acheter une nouvelle voiture qu'on ne peut pas se permettre. Je ne sais pas quoi faire. Et à ce moment-là, en entendant la désespérance dans sa voix, en voyant ces tactiques de mes propres yeux, quelque chose en moi s'est mis en place. L'engourdissement avait disparu, remplacé par un but froid et clair. Si elle voulait une guerre, elle allait en avoir une. Mais cette fois, je ne me battrais pas seul. Les aveux murmurés de mon père lors de ses appels tardifs sont devenus le combustible pour un feu lentement brûlant en moi. Ses récits sur les dépenses de plus en plus débridées de maman, des vêtements de créateurs qu'elle ne pouvait pas se permettre apparaissant chaque jour, des boîtes d'abonnement pour tout, des thés exotiques aux savons artisanaux, s'empilant sans être ouvertes, ses discours obsessionnels sur la location d'une nouvelle Lexus blanche perle pour refléter son véritable statut, peignaient un tableau sombre. Les relevés de cartes de crédit qu'il avait commencé à intercepter étaient des tapisseries horrifiantes de dettes. Les créanciers ne se contentaient plus de téléphoner. Ils envoyaient des lettres menaçant d'action en justice. Il semblait être un homme qui se noyait, sa voix tremblante et faible de panique. « Elle va nous ruiner, Lorenzo », avait-il étouffé une nuit, la staticité de la ligne masquant presque son sanglot. Elle n'écoute pas. Elle hurle juste que j'essaie de la contrôler, que je suis jaloux de son potentiel. C'est alors que la résolution froide et dure que j'avais nourrie depuis mon évasion commença vraiment à se façonner, non seulement comme un bouclier, mais comme une arme. « Ah papa », dis-je, ma voix basse et intense, tranchant à travers son désespoir. « Elle te détruit. Elle l'a fait pendant des années. Mais ça s'arrête maintenant. On arrête ça. » C'était la première fois que je lui parlais ainsi, non pas comme un fils, mais comme un égal, un co-conspirateur. Je lui exposai le plan, simple mais terrifiant pour lui. Séparation financière. On commença petit, avec moi le guidant dans la mise en place d'un nouveau compte bancaire à son nom uniquement. Une forteresse numérique contre ses assauts financiers. Puis vint le processus minutieux et pénible de rediriger son salaire, de démêler son nom des cartes de crédit jointes qui le saignaient à blanc, de changer les mots de passe des services en ligne partagés qu'elle utilisait à tort et à travers. Chaque étape était chargée de sa peur. Et si elle découvre? Que va-t-elle faire? Demandait-il, la voix tremblante. Et je répondais, la glace dans mes veines presque en train de le glacer à travers le téléphone. Elle fera ce qu'elle fait toujours, papa. Elle criera, elle manipulera, elle jouera la victime. Mais cette fois, ça ne fonctionnera pas, parce que cette fois, tu n'es pas seul. La première véritable explosion, celle qui annonça le début de la fin pour son règne, survint lorsque sa carte principale fut refusée dans sa boutique de luxe préférée. Papa disait qu'elle rentra chez elle comme un ouragan de catégorie 5, son visage masqué par une rage tonitruante. Elle l'accusa de sabotage, d'essayer de l'humilier. La découverte de son compte bancaire séparé, qu'elle dénicha en fouillant dans son portefeuille, un rituel quotidien, avoua-t-il d'un air penaud, la fit sombrer dans une spirale encore plus terrifiante. Ce fut la nuit où elle le frappa. Il me raconta cela plus tard, sa voix plate, dépourvue d'émotion, ce qui était d'une manière ou d'une autre plus glaçant que s'il avait été hystérique. Elle m'a giflé, Elo, fort. Elle a dit que j'étais un traître, que je volais sa famille, comme si je n'en faisais pas partie. Il n'avait pas riposté, bien sûr. Il ne le ferait jamais. Mais il m'a dit qu'à cet instant, en la regardant, son visage déformé par la colère, quelque chose en lui, quelque chose qui était lentement en train de mourir depuis 20 ans, s'est enfin fané
et transformée en cendres. Je ne peux plus vivre avec elle, fils, murmura-t-il au téléphone plus tard cette nuit-là, cette confession lui coûtant plus qu'il ne pouvait le dire. Elle, elle n'est pas la femme que j'ai épousée, ou peut-être qu'elle l'a toujours été, et j'étais juste trop aveugle pour le voir. Alors pars, papa, lui dis-je, ma voix douce mais ferme. Tu ne lui dois pas ta santé mentale. Tu ne lui dois pas ta vie. Je lui ai proposé le matelas supplémentaire dans mon petit appartement, un peu moins déprimant que la pension. Ce fut une autre semaine de guerre psychologique de sa part. Silences accompagnés de hurlements, manipulations pleurantes, suivies de mépris glacial. Mais il l'a finalement fait. Il a empaqueté une valise usée, la somme totale de ses biens après 20 ans de mariage, et est parti. Son visage, lorsqu'il entra dans mon appartement, était une carte d'épuisement et d'une fragile, terrifiée lueur d'espoir. La réaction de ma mère face à cette défection fut digne d'un opéra. Les appels ont commencé dans l'heure. D'abord sur le téléphone de papa, qu'il laissa sonner, sa main tremblant alors qu'il regardait son nom clignoter sur l'écran. Puis sur le mien. Des dizaines d'appels. J'ai écouté les premiers messages vocaux, une curiosité perverse se mêlant à la terreur familière. C'étaient des cours de manipulation. D'abord, l'oiseau blessé. Comment as-tu pu me faire ça, Lorenzo? Après tout ce que j'ai fait pour toi? Retourner ton propre père contre moi? Puis, la furie juste. Espèce de petit ingrat! Tu vas regretter ça! Vous reviendrez tous les deux en rampant. Suivi par la martyre en larmes. Je voulais juste une famille heureuse. Est-ce trop demandé? Pourquoi tout le monde me trahit? Puis, elle est passée à la vitesse supérieure. Elle a commencé à venir. La première fois, elle a frappé à la porte. Sa voix un cri perçant qui résonnait à travers nos murs fins. Lorenzo, je sais que tu es là. Ouvre cette porte. On doit parler. Papa sursauta, se dirigeant instinctivement pour se cacher, mais je mis ma main sur son bras. Non, papa, pas cette fois. J'ai ouvert la porte, d'abord juste une fissure, puis plus largement, croisant ses yeux enflammés. Elle avait l'air détraquée. Ses cheveux étaient en désordre, son maquillage barbouillé, sa façade d'habitude impeccable en ruine. Toi, cracha-t-elle, son doigt pointant vers moi. C'est toi qui as fait ça. C'est toi qui l'as empoisonné. Il a fait son propre choix, maman, dis-je, surpris de la calme de ma voix, de la stabilité de ma main sur la poignée. Un choix que tu lui as forcé à faire il y a des années. Je l'ai forcé, hurla-t-elle, essayant de passer devant moi. Je lui ai donné les meilleures années de ma vie. Et c'est comme ça qu'il me remercie. En fuyant avec son fils bon à rien, je bloquais son entrée, mon corps devenant soudainement un mur immobile. Tu dois partir. C'est alors qu'elle m'a frappé. Pas une petite tape, mais un coup de pleine force. Une claque ouverte qui envoya une onde de choc à travers ma mâchoire et fit vibrer mes oreilles. Pendant une fraction de seconde, le monde est devenu rouge. La vieille peur conditionnée, l'instinct de me rétrécir, de m'excuser d'exister, se battait avec la nouvelle rage froide qui avait pris racine. Et la rage a gagné. Je ne l'ai pas frappé en retour, mais je n'ai pas bougé. Je l'ai juste regardé dans les yeux, mes propres yeux reflétant un vide glacé qui semblait l'effrayer plus que n'importe quel cri. Sors, ai-je articulé chaque mot lentement, précisément, ma voix baissant en un grognement sourd. Derrière moi, j'ai entendu papa s'éclaircir la gorge. Elle a raison, Linda, dit-il, sa voix tremblante mais étonnamment ferme. Tu dois partir. Il n'y a rien pour toi ici. Son visage se contracta, la fureur étant momentanément remplacée par un éclat de panique brute, d'incrédulité que sa cible principale et son soutien de toujours s'étaient unis contre elle. Elle ouvrit la bouche, la referma, puis laissa échapper un son qui était un mélange de sanglots et de grognements avant de se retourner et de s'enfuir, sa silhouette se retirant, rayonnant de fureur impuissante. Lorsque j'ai refermé la porte, le cliquetis de la serrure ressemblait à la fermeture d'un tombeau. Je me suis tourné vers papa. Il était pâle, légèrement tremblant, mais ses yeux, pour la première fois depuis des années, ses yeux avaient une lueur. Pas de bonheur, pas encore. Mais quelque chose de bien plus puissant, la réalisation naissante de la liberté. La guerre était loin d'être terminée, mais le siège avait été brisé. Le bruit de la porte claquée au visage de ma mère n'était pas simplement un acte de défi. C'était le son des chaînes qui se brisaient. Bien sûr, la déferlante d'appels et de textos continua, une symphonie chaotique de son effondrement, alternant entre des excuses pleurantes, des accusations venimeuses et des tentatives pathétiques de culpabilisation. Mais ce n'était plus que du bruit.
le statique sans signification d'un signal qui avait perdu son pouvoir. Mon père, dans le sanctuaire tranquille de notre appartement modeste, commença à guérir. Je l'ai vu redécouvrir de petites joies, le goût de la nourriture non assaisonnée par ses critiques constantes, la compagnie sans complication d'un chien errant que nous avons commencé à nourrir, la simple paix d'une soirée sans sa voix résonnant à travers les murs. Il commença à mieux dormir, les cernes sous ses yeux s'estompant lentement. Il commença même à parler de l'avenir, des projets timides qui ne tournaient plus autour de la volonté de la contenter. Quant à ma mère, son monde s'est effondré avec une rapidité presque pitoyable, si ce n'était pas si amplement mérité. Sans le revenu de papa comme fonds personnel, et avec moi ne devenant plus une cible, les créanciers se sont rapprochés. Sa voiture a été saisie. La maison, hypothéquée jusqu'aux yeux pour financer son mode de vie, a été mise en saisie. Je l'ai vu en ligne. Un fantôme de son ancien moi, essayant de vendre ses possessions autrefois précieuses dans des groupes locaux d'achat et de vente. Ses publications étant un mélange étrange de désespoir et d'arrogance persistante. Tiffany, maintenant assez grande pour voir les fissures dans la façade, a commencé à s'éloigner, passant plus de temps avec ses amis et finissant même par demander à papa si elle pouvait vivre avec nous. Une demande qu'il lui a accordée en santé, pleurant avec mon plein soutien. L'empire que ma mère avait construit sur la peur et la manipulation s'est réduit en poussière. 4 ans plus tard, les appels continuent, généralement de numéros masqués, sa voix étant un disque rayé de pitié et de reproches. Je ne réponds pas. Il n'y a plus rien à dire. Elle a eu ce qu'elle voulait. Je n'étais plus un fardeau dans sa vie. Et moi, mais à mon tour, j'ai eu ce que je voulais, la liberté.